Sylvie Chastret. Michel Kéfurus est absent, a donné procuration à Jean-Christophe Loiret. Excuse-moi, c'est Sylviane Touffet. Didier Chopin. Marie-Pierre Le Goff. Hervé Roland. Margaret Cusson-Duhart. Hugues Cohen. Marie-Hélène Gouérec. Jean-Christophe Ledouaré. Nathalie Caroff. Daniel Le Fur. Dao Fan. Sébastien Gentric. Cécile Etette. Steve Mazot. Odile Bozek. Nicolas Le Toré est absent, a donné procuration à Jean-Pierre Juguet. Jacqueline Chausse-Pied. Raymond Feillant. Nathalie Gourmelon. Clarisse Réalé. Présente, et j'en profite pour signaler que je procède à l'enregistrement. Très bien. Frédéric Canézet-Gédéquel est absent, a donné procuration à Marie Mani. Marie Mani. Présente. Karine Sapin, absente, et a donné procuration à Clarisse Réalé. Céline Le Huédé. Et Frédéric Ballerin. Présent. Qui accepte d'être secrétaire de séance. Clarisse Réalé. Une deuxième personne. Ok, Margaret Cusson-Duhart. Tout le monde est d'accord? De la séance du conseil municipal du 28 octobre dernier, je ne sais pas si je ne me trompe pas. Oui, qui est là. Soumis à votre approbation. Est-ce qu'il y a des demandes d'explication ou des remarques? Je le mets au vote. Est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? Je n'en vois pas. C'est adopté. Merci. S'agissant donc des questions à l'ordre du jour de ce soir, on va les prendre dans l'ordre. Simplement, on va juste inverser pour une petite raison de logique aussi dans la réflexion. Le point numéro 12 sera examiné avant. On va inverser le 12 et le 11. La décision modificative passera avant la délibération, autorisation d'engagement de dépenses d'investissement. Voilà, simplement pour l'ordre du jour. Un premier point concernant le contrat d'assurance des risques pour le personnel. Je passe le micro à Steve Mazot. Bonsoir à tous. Donc, cette première délibération concerne donc le contrat d'assurance des risques statutaires, adhésion de la collectivité au nouveau contrat du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. Donc, c'est une délibération que nous avions reportée pour pouvoir étudier plus finement le dossier. Donc, par délibération du Conseil en date du 21 janvier 2021, la collectivité a demandé au Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère de souscrire pour son compte un contrat d'assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, conformément au texte régissant le statut de ses agents en application de l'article 26 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret numéro 86-552 du 14 mars 1986. Le centre de gestion a communiqué à la collectivité les résultats du marché qu'il a passé en vue de souscrire un contrat d'assurance contre les risques statutaires sur les mêmes bases que l'ancien contrat, à savoir le décès, la maternité, accident ou maladie imputable au service sans franchise. Le marché attribué à la campagne CNP avec l'intermédiaire du courtier Sofaxis est conclu pour une durée de 4 ans, à compter du 1er janvier 2022. Donc au niveau du décès, 0,15%, accident du travail ou maladie imputable au service avec franchise de 15 jours, ce qui n'existait pas jusqu'à présent, à 1,45%, maternité à 0,30%. Donc la base de calcul des cotisations reste sur le traitement de base, la NBI plus les indemnités. Avez-vous des questions? Il nous est donc proposé au conseil municipal, je vous
fait grâce de la loi, du décret, du code général. Vu le contrat d'adhésion au service de prévention de l'absentéisme pour raison de santé et gestion du contrat groupe d'assurance statutaire à caractère obligatoire du centre de gestion, l'adhésion au contrat d'assurance statutaire proposé par le CDG 29 aux conditions ci-dessus à compter du 1er janvier 2022. Je propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La deuxième délibération concerne la revalorisation de la participation employeur au contrat de prévoyance complémentaire. Il vous est rappelé la délibération numéro 2018-064, séance du 6 décembre 2018, relative à l'adhésion de la collectivité à la convention de participation du CDG 29 au régime prévoyance pour les agents. Cette délibération actait également la fixation d'un niveau de participation de la commune à hauteur de 12,60 € pour les agents titulaires et 13 € pour les agents Ircantec par mois pour le risque prévoyance dans la limite du montant de la cotisation. Après avis favorable du comité technique, réuni les 29 septembre et 22 novembre 2021, il est validé une demande de revalorisation de la participation employeur. Le montant proposé pour la participation employeur est fixé à 19,50 € pour les agents titulaires et 20,73 € pour les agents Ircantec. Cette revalorisation tient compte de l'augmentation des nouveaux tarifs décidés par l'organisme Sofaxis. Avez-vous des questions? Pas de questions. Il est donc proposé au Conseil municipal de valider la revalorisation de la participation employeur de 12,60 à 19,50 pour les agents CNA-CL ou 20,73 pour les agents Ircantec, brut par mois, par agent souscrivant au contrat actuel du CDG 29 avec Sofaxis, sachant que le montant est fixé pour chaque emploi en équivalent temps plein et versé au prorata du temps de travail à compter du 1er janvier 2022. D'inscrire les crédits au budget primitif 2022. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité. Je vous remercie. Je passe la parole à Madame Nicolas. Bien. Le point suivant concerne la poursuite de la procédure qui a été engagée par la commune en vue pour aboutir à la signature d'un contrat de délégation de service public pour l'exploitation du camping municipal. Donc, vous savez qu'au mois de mai dernier, nous avons approuvé ce principe de concession de service public portant sur la gestion et l'exploitation du camping de retraite de 10 ans. Suite à ça, bien évidemment, une procédure de mise en concurrence a été diligentée. Et la commission spécifique qui a été créée pour ce type de procédure, donc la commission de délégation de service public, donc, a examiné l'offre qui nous est parvenue, puisque nous n'avons eu qu'une offre suite à la mise en concurrence qui a été diligentée. Néanmoins, le fait d'en avoir qu'une offre n'enlève aucune qualité à l'offre qui nous a été présentée. Donc vous avez reçu l'ensemble du dossier. Le délai de communication est plus long, s'agissant d'une procédure de délégation de service public. Et donc ça vous a été transmis le 17 novembre dernier. Et puis, pour les membres qui sont présents à la commission de délégation de service public, qui sont les suivants, moi-même, Didier Chauplin, Raymond Fayant était présent en tant que suppléant, Cécile était en tant que titulaire, Michel Kéfurus en tant que titulaire, et Frédéric Balbin, également en tant que titulaire, était présent lorsque nous avons examiné cette offre avec l'assistant à maîtrise d'ouvrage qui nous accompagne depuis le début de la procédure. Le rôle de l'assistant à maîtrise d'ouvrage, qui connaît bien ce type d'affaires, de gestion, ce que sont les campings, cette assistante nous a permis de définir un cahier des charges sans doute beaucoup plus précis que la procédure initiale que nous avions engagée il y a de nombreuses années, d'être aussi peut-être plus exigeant et puis de se donner toutes les chances
d'obtenir une bonne candidature pour la gestion future du camping. Donc c'est l'entreprise Fréry qui a transmis une offre, qui nous a adressé une offre. Les membres de la commission de délégation de service public ont pu procéder à l'audition du représentant de cette entreprise. Un certain nombre de questions très précises sur la manière dont cette entreprise envisageait la gestion future du camping, sur les engagements de l'entreprise, notamment en termes d'investissement. Des précisions ont été demandées aussi sur les tableaux financiers qui ont été présentés. Et nous avons eu donc cet échange qui était extrêmement intéressant. L'entreprise Fréry a pu nous présenter ce qu'ils font, puisqu'ils gèrent d'autres sites en France, le type d'équipement qu'ils proposent aux vacanciers, aux touristes qui aiment cette forme de tourisme de plein air. Et puis, donc à la suite de cet échange, nous avons posé un certain nombre de questions et l'entreprise a répondu dans un sens qui nous paraît tout à fait satisfaisant. C'est la raison pour laquelle j'ai établi un rapport que vous avez, au terme duquel je vous propose de conclure la convention de délégation de service public et de retenir l'entreprise Fréry. Donc vous avez tous ces éléments. Comme je l'ai dit, donc c'est un professionnel du tourisme, de la gestion d'équipements touristiques de plein air. Il gère aussi, je crois, des activités d'accueil de gens du voyage, me semble-t-il. Mais le gros de leur spécialité, c'est vraiment la gestion de camping. Le camping du type de celui que l'on possède à Rogaven, avec des installations qui sont recherchées par les touristes. Je pense déjà l'exploitant précédent avait mis en place des mobil-homes, aussi ce qu'ils appelaient des cabadiennes, c'est-à-dire une autre forme, un petit peu de la tente, mais une forme c'est entre la tente en toile et l'équipement plus en dur, comme un mobil-home. Et cette entreprise, bien évidemment, propose ce genre de produit qui est recherché aujourd'hui par les amateurs de camping. Sur les conditions financières, la commune ne sera pas amenée à verser une indemnité à l'exploitant. Alors, vous avez vu, pour ceux qui ont suivi la procédure, et on l'avait déjà expliqué lors de la présentation de la délibération au mois de mai, l'entreprise qui s'engage, qui fait une offre et qui est retenue dans le cadre d'une DSP, doit assumer le risque économique de l'exploitation. Mais les choses doivent se faire bien évidemment raisonnablement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que cette exploitation se fasse au détriment d'une des parties, soit au détriment de la collectivité publique, soit au détriment de l'entreprise. Il y a un équilibre qui doit se trouver. Donc l'entreprise a bien évidemment fait des projections sur le chiffre d'affaires qui certes en début de contrat, en démarrage, parce qu'il faut aussi relancer, parce qu'on a eu une année d'interruption. Donc il est plus modéré dans ses projections de chiffre d'affaires, mais par la suite ça va se développer. Et donc le principe que la commune ne verse aucune indemnité a été acté et accepté par l'entreprise qui connaît quand même les risques qu'elle prend. Et vous avez pu voir aussi que la concession qui sera versée à la commune, eh bien, il y a un fixe qui est d'un montant, un forfaitaire qui est d'un montant, me semble-t-il, modeste, 2 000 € par an. Et pour ce qui est de la redevance variable, eh bien, c'est un pourcentage, mais au-delà, à partir de 120 000 € de chiffre d'affaires. Sur la tranche de 0 à 120 000 €, il n'y a aucune redevance qui est due. Et après, c'est progressif en fonction du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. Voilà. Donc, au vu de ces éléments, je vous résume bien évidemment, sauf si vous me le demandez, je n'ai pas prévu de lire
toute la note qui a été transmise, hein, c'est-à-dire projet de contrat avec la société Fréry, c'est là-dedans que vous avez en résumé les points les plus importants du contrat. Il s'agit que je précise que si vous votez favorablement, on mettra ça en place à partir du 1er janvier 2022. On part sur 10 ans. La période d'ouverture du camping, c'est au minimum de mai à septembre, mais avec la possibilité, bien évidemment, sur proposition de l'entreprise, du concessionnaire, pour possibilité d'ouvrir sur une période plus large. Voilà. Je pense que c'est une offre qui nous paraît intéressante pour la commune, qui, bien évidemment, le camping constitue un atout de développement touristique sur notre commune. Pour répondre à vos questions, ou les autres membres de la commission, Didier Chopin a suivi avec moi aussi de près toute cette procédure. Oui. Besoin d'une précision. Vous disiez tout à l'heure une redevance annuelle d'occupation fixe à 2 000 €, c'est ça. Et juste en dessous, il y a une redevance annuelle pour frais de contrôle fixée à 4 000 €. Oui, c'est si nous poursuivons la relation avec l'assistant maîtrise d'ouvrage pour le contrôle. Il s'agit du contrôle de la bonne exécution du contrat. Et je peux demander des précisions à Madame Le Gret, mais voilà ce à quoi ça doit correspondre. C'est une redevance effectivement qui sera versée en plus des 2 000 €, une redevance de 20 000 € qui sera versée en plus tous les ans. Tous les ans, c'est ça. On est bien sur 6 000 € du coup. Voilà, mais qui est, c'est vrai, affecté sur le contrôle de la concession annuelle. À chaque fourni de le faire en régie ou via une entreprise spécialisée en la matière. D'accord. C'est un contrôle sur les bilans. Voilà, un contrôle sur les bilans d'exploitation du gestionnaire. Très bien. Et puis une deuxième, alors c'était plutôt une remarque, puisque il était parti, lui, sur un taux d'occupation, une projection aux alentours de 43-44%. On avait dit que c'était assez important, puisque le précédent était aux alentours de 29%. Et puis, a priori, dans les chiffres, il reste, dans ce qu'il a amené, il reste sur cette projection, a priori, non, c'est ça? Oui, c'est ça, d'accord. Bon, il indique aussi qu'il va mettre en œuvre, bien évidemment, tous les outils de communication. Ouais. Je pense le fait que cette entreprise, il s'agit d'une entreprise qui a plusieurs sites, donc il y a Ouais, un on est réseau, d'accord. il y a une image. Tout à fait. Ça sera pas. Enfin, je pense que ce réseau peut être bénéfique. C'est compliqué, on voit bien dans le tourisme, c'est comme l'hôtellerie, les hôtels indépendants souffrent beaucoup, ont du mal. Je pense que pour l'hôtellerie de plein air, c'est un petit peu la même chose. Le fait de bénéficier d'un réseau, des familles peut-être attachées à ce type d'accueil, et bien vont dire tiens, on va venir en Bretagne, pourquoi pas Château Lafrain. D'accord. Donc, enfin, ce sont eux les professionnels, je pense qu'ils ont j'espère qu'ils ont bien évalué aussi. C'est ça, c'est que la projection est importante et il est resté dessus. Donc, Il faut savoir qu'au cours de l'exécution d'un contrat de ce type, il y a des échanges avec la collectivité. C'est pas, on signe et puis Il y chacun fait sa vie. Enfin, voilà. Il y aura une présentation des bilans tous les ans, Oui, comme bien on sûr. l'a fait jusque-là, et proposition de tarifs également. Vous avez d'autres questions? Je mets au vote donc alors l'objet de la délibération. Donc il s'agit d'approuver la décision de retenir l'entreprise Fréry pour la concession de services publics relatifs à l'exploitation du camping de Rodavès pour une durée de 10 ans. Et je vous demande de m'autoriser à signer le contrat de concession de services publics et les documents qui sont afférents. Est-ce qu'il y a des voix contre? Une voix contre, donc Madame Lédé, on l'indiquera dans le privé. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc le reste est pour. Merci. Didier, tu as un micro ou il faut le... J'ai un micro, oui. Donc, ouverture des commerces le dimanche en 2022.
La loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, définit le cadre réglementaire en matière d'ouverture des commerces le dimanche. Le Code du travail permet aux maires de déroger au principe de repos dominical des salariés dans la limite de 12 dimanches par an, pour chaque catégorie de commerce de détail. Il s'agit d'une dérogation collective dont doit bénéficier la branche commerciale tout entière. L'avis du conseil municipal est requis au même titre que les organisations syndicales et patronales en amont de la prise de l'arrêté municipal de dérogation par le maire. Donc pour 2022, les concessionnaires automobiles de Châteaulin sollicitent une autorisation d'ouverture exceptionnelle dans le cadre des portes ouvertes pour les dimanches suivants: le 16 janvier, le 13 mars, le 12 juin, le 18 septembre et le 16 octobre 2022. L'établissement Malice sollicite une dérogation dominicale pour les dimanches suivants: le 27 novembre, le 4 décembre, le 11 décembre et le 18 décembre 2022. L'établissement Leclerc sollicite une dérogation dominicale pour le dimanche 18 décembre 2022. L'établissement Intermarché ne sollicite pas de dérogation dominicale, puisqu'il est ouvert le dimanche matin déjà. Et l'établissement Lidl n'a pas répondu au courrier de la mairie envoyé le 28 septembre 2021, leur demandant de faire part de leurs souhaits. Vous avez des questions ? Il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable aux demandes d'ouverture des commerces le dimanche en 2022, tel que notifié ci-dessus, sous réserve que cette dérogation s'applique dans le respect de la réglementation du Code du travail et prévoit de façon cumulative des compensations salariales telles que prévues par la loi et un repos compensateur sur la base d'un réel volontariat du personnel. Je vous propose au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, proposition d'adhérer au Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, connu sous le nom de CAUE aussi. On en discute entre nous. Voilà, ce que je vous propose, c'est d'adhérer au CAUE. Donc c'est une structure qui a été créée il y a quelques années dans le Finistère, qui est en charge de la promotion de la qualité de l'architecture et de l'urbanisme et du paysage et de l'environnement. La raison pour laquelle je fais cette proposition, c'est que, bon, vous savez, on est dans une démarche de revitalisation du centre-ville. Il y a des opérations immobiliers, enfin, des projets immobiliers qui vont être mis en place. On avait évoqué suite à la démolition, lorsque notamment, c'est juste un exemple, quand l'ancienne piscine de Châteaulin sera démolie, on souhaite implanter sur cette parcelle des logements. Typiquement pour ce type de projet, j'aimerais que la commune puisse bénéficier d'un conseil en matière d'architecture, d'insertion dans l'environnement, pour avoir peut-être aussi des préconisations dans le cahier des charges qu'on pourrait qu'on sera amené à définir. Voilà, c'est vraiment un accompagnement qui me paraît tout à fait intéressant dans la perspective de développement de projets pour qu'ils s'intègrent bien avec l'architecture locale, l'environnement paysager qui est quand même de qualité à Châteaulin. On voit bien, la nature est très présente, le canal, les collines environnantes. Et voilà. Certes, la communauté de communes a aussi recruté un architecte conseil qui peut venir en appui, mais c'est surtout sur des projets des particuliers. On avait fait ce choix là aussi pour accompagner à l'échelle de la communauté de communes les particuliers, les porteurs de projets. Mais voilà, l'adhésion, en plus vous avez vu, le montant est quand même modique. Ça me paraît tout à fait intéressant. Je pense que... Voilà la raison pour laquelle je vous demande d'accepter d'adhérer au CAUE. On a des contacts d'ores et déjà avec eux. Dans les rencontres que j'ai pu avoir, notamment, puisque vous savez que nous sommes en cours de révision du SCOT pour l'intégration de notre territoire au SCOT du Pays de Brest, d'une part, et on a aussi toute la procédure d'élaboration du PLUI qui est en cours, d'autre part. Et bien, dans les échanges que nous avons pu avoir,
j'ai vu des exemples où le conseil du CAE, sur certains territoires, a pu être tout à fait intéressant. C'est un plus. Est-ce qu'il y a des questions? Je me vote. Est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? C'est pour à l'unanimité. Point suivant. Alors, le point suivant. Donc, qui s'intitule Proposition d'un avenant au bail emphytéotique qui lie la commune avec l'association. Je prends l'intitulé qui figure dans le bail qui a été signé en 1997, à l'époque, entre la commune et l'association pour les soins et l'éducation des jeunes épileptiques. Donc, je retourne sur l'historique. Par acte du 8 juillet 1997, la commune de Châteaulin, qui est propriétaire des terrains situés à Toularouat pour une superficie de 87 585 m², donc a consenti à un bail emphytéotique. En fait, ça a été la reconduction, enfin en tout cas c'est un nouveau bail emphytéotique, parce que depuis la création de Toularouat, la relation entre ce centre et la commune a toujours reposé sur l'existence d'un bail emphytéotique. Donc en 1997, il y avait eu un nouveau bail pour une période de 50 ans, et l'échéance étant fixée au 31 août 2046. Il y a quelques mois, l'association nous a présenté un projet important de réhabilitation des bâtiments, de restructuration de leur établissement, et compte tenu de l'importance de l'investissement qui est très, très lourd, la démarche vis-à-vis de la commune était soit d'envisager une cession du site, soit bien de trouver un portage juridique qui permette justement à l'association de faire cet investissement. Ce que nous avons proposé, c'est de négocier un bail emphytéotique sur une période plus longue, enfin de repartir sur un nouveau bail qui permette justement d'avoir la stabilité et la visibilité pour réaliser cette opération immobilière d'envergure, permettre aussi d'amortir financièrement ce projet immobilier. Et dans les échanges que nous avons eus avec le président de l'association, eh bien, la proposition de bail emphytéotique est acceptée, et le dernier mail que j'ai reçu du président du conseil d'administration en date du 16 novembre eh bien, était le suivant, c'est-à-dire d'accord pour le bail emphytéotique, et ça je reviendrai avec vous, puisque donc, on partira sur une nouvelle durée qui sera à définir. Hein. Ça peut être, on peut repartir à partir sur une nouvelle période de 50 ans, on peut même aller un peu plus loin. Enfin, nous, on veut être facilitateur. Et ce qui était demandé d'ores et déjà, et là c'est plus urgent, c'est d'accepter la sous-location, parce que ça permettra justement à l'association de contracter avec le bailleur social qui réalisera l'opération, puisqu'ils ne vont pas le faire en direct. Et le point aujourd'hui, moi ce que je vous demande, même si, parce que j'ai vu le mail de Madame Réalé, je vous donnerai la parole, mais même si vous faites observer que je n'ai pas mis en pièce annexe le projet de bail ou le projet d'avenant, en fait ça nécessite, on travaille un petit peu dans l'urgence, ça nécessite des allers-retours. Un avenant, il faut quand même qu'il soit visé par l'association. Ce que je vous demande simplement dans cette délibération, c'est une modification du bail existant pour permettre simplement la sous-location. C'est juste ça que le président me demande. Et ensuite, de toute façon, là c'est l'avenant par rapport au bail existant, juste pour autoriser la sous-location. Et quand il s'agira de négocier un nouveau bail, là il faudra une délibération. Là on aura peut-être un peu plus de temps. Là moi je réponds à la demande urgente de l'association et vous aurez la pièce. Donc, le bail emphytéotique qui sera renouvelé ou refait
intégrera le nom actuel de l'association. Là, ce qui a été pris, c'est le nom qui figure dans le bail de 1997, et c'est normal, parce que c'est ce bail-là, c'est cette pièce-là que nous avons. Et voilà, c'est juste. Moi, j'ai vu votre remarque. Je ne vous demande pas de me signer une délégation en blanc, enfin, voilà, qui serait de nature à être préjudiciable pour la commune. C'est juste sur le principe, c'est-à-dire que l'avenant, aujourd'hui, il n'est pas encore rédigé, mais il ne doit porter que sur ce point. Et d'ailleurs, la demande d'autorisation, c'est d'avenanter pour autoriser le locataire actuel à s'ouvrir. Voilà. C'est ça. J'avais parfaitement conscience, mais ayant un conseil ce soir, moi j'ai rencontré le président il y a une dizaine de jours, et je lui ai dit, bon, qu'on aille vite, je ne veux pas vous pénaliser. Voilà le contexte. Je relis, hein, je pense qu'on ne s'est pas trompé dans l'intitulé, on a été très précis. Là, c'est simplement approuver, enfin, en gros, m'autoriser à modifier sur ce seul point-là. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais répondre du coup, puisque vous m'y invitez. Donc effectivement, le mail que je vous envoyais portait sur 2 points. Un premier point qui est de l'ordre de la légalité de la dite délibération, puisqu'en l'occurrence, approuver un avenant au bail avec l'association pour les soins et l'éducation des jeunes, le nom est erroné. Comme je le signalais, ça n'avait que pour vocation à vous en informer, bien sûr, mais je trouve que c'est quand même important, parce que dans une délégation d'autoriser à signer un bail avec une association qui ne s'appelle pas comme ça, c'est dommage. Et d'autre part, je maintiens le fait que approuver la signature d'un avenant dont on n'a pas connaissance, même s'il ne porte que sur la sous-location, on ne connaît pas le périmètre de la sous-location. Après, ça veut dire que nous allons nous abstenir, bien évidemment, parce que nous jugeons que la délibération telle qu'elle est ne nous semble pas cohérente ou complète. C'est ce que je vous ai signalé par mail d'ailleurs. Voilà, mais ça ne vous empêchera pas de toute façon de la valider visiblement. Ce qui a été rédigé, c'est pas on va signer un bail avec une association dont le nom est erroné. En fait, c'est le bail qui aujourd'hui est intitulé comme ça. Voilà comment on pense maintenant au bail en toute politique, conclu à cette époque-là. Je dis juste que nous ne prendrons pas la responsabilité. Dans le nom actuel, et voilà, il faut rajouter ça. Moi, Ça figurera dans la proposition d'avenant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le bail, il est conclu avec l'association pour les soins et l'éducation des jeunes. Mais l'avenant sera conclu avec qui? Avec l'association actuelle. Oui. L'association. Donc ça, voilà. Mais ça sera un avenant à cet ancien bail. En fait, voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que c'est d'approuver le bail qui avait été signé. En fait, on a repris l'intitulé du document pour ça. Mais c'est pour ça, quand je vous envoyais un mail il y a 2 jours, c'était en toute bonne foi, hein, c'était pour corriger. Avec l'association pour les soins et l'éducation des jeunes, association dont le nom actuel est de point. Et dans c'était prévu en fait. Hein. Mais dans l'explication, pour expliquer le contexte, on était obligé de partir sur les différents partenaires de l'époque. Il n'y a pas de malentendu par rapport à ça, par rapport au nom. On spécifiera dans la proposition d'avenant la modification du nom et la date à laquelle Mais pour nous, il y avait juste il y a 2 jours le fait de signaler ce qui nous semble être une anomalie dans la légalité de la délibération. D'ailleurs, je trouve dommage que vous n'ayez pas répondu, parce que mon mail était en toute bonne foi, il faut le savoir quand même. Je n'envoie pas que des mails pour être pénible politiquement, j'en envoie aussi par rapport à mon rôle d'élu. Donc je vous le signale. Bon, c'est dommage, on aurait pu se mettre d'accord pour changer ensemble ce détail que vous relevez vous-même comme étant du coup pas idéal.
Mais en l'occurrence, c'est vrai que voter pour une délibération, ça engage aussi l'élu qui la vote. C'est pour cela que nous allons nous abstenir et que nous proposions de la reporter au besoin. Mais vous faites comme vous voulez. Une délibération peut être un projet peut être un million de questions. Là, si vous voulez qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, on va juste préciser que dans le nom actuel, le nom actuel de l'association, c'est celui-là. Voilà, on pourra le mettre. Alors oui, c'est un des 2 points qui est important, mais il n'en restera pas moins qu'on n'a pas connaissance du bail et donc on s'abstiendra tout de même pour le principe parce que voilà, ça ne nous sied guère d'approuver la signature d'un avenant dont nous n'avons pas connaissance, par principe. Mais moi j'ai analysé les choses en préparant ce conseil avec Madame Lebrel et on n'avait pas le temps de faire les allers-retours entre l'association et je voulais, mais en ayant conscience que le projet d'avenant n'est pas joint. C'est pour ça que je précise bien la modification sur laquelle ça peut être intervenu. Voilà. Bien. Maintenant, vous vous accordez. J'imagine que M. Cazeneuve ne vote pas. Il ne vote pas, effectivement, Et et ni Karine Sapin non plus, qui est membre du conseil d'administration. Donc ni Karine Sapin, ni Frédéric Canvet ne souhaitent participer à ce vote ce soir, pour des raisons de conflit d'intérêts. On va le préciser. Donc, abstention pour votre groupe, pour le reste, est-ce qu'il y a des voix contre? C'est bien noté qu'on a 2 votants. Donc, j'ai présenté en commission d'urbanisme le 25 novembre 2021. La commune de Dinéol est en train de réaliser son PLU et en tant que commune limitrophe de Châtelain, le conseil municipal de Châtelain a son avis à donner sur ce PLU. Voilà. Par délibération en date du 28 septembre 2021, la communauté de communes Plébin-Châtelain-Porzay a arrêté le projet de plan local d'urbanisme de la commune de Dinéol, après avoir tiré le bilan de la concertation menée tout au long de son élaboration. Non, il marche. Ah oui, peut-être. En application de l'article L153-16 du Code de l'urbanisme, l'avis du conseil municipal de Châtelain est sollicité. Donc le PLU de Dinéol, bon, c'est un gros, vous avez pu le consulter via la plateforme Mégalis, c'est un gros document, hein, comme tous les PLU. Il respecte les préconisations du SCOT. Voilà, moi, je sais que en général, on émet des avis favorables sur ce genre de document. Il y a rien de, moi, j'ai rien noté de particulier ni de dérangeant dans ce PLU-là. Je pense que de toute façon, le cabinet avec lequel on travaillait ont certainement eu des échanges avec la communauté de communes pour qu'ils soient déjà commencer en prévision du PLUI aussi quelque part pour qu'il y ait une cohérence, hein, bien évidemment. Donc voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions concernant ce document. Non. Bon, on va pouvoir passer. Donc on propose, je suis d'avis de proposer un avis favorable pour le PLU de Dinéol. Donc est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention, donc Madame Leluédé, des voix contre. Donc tout le reste est pour. Je continue, puisque voilà, donc ça c'est pour la convention opérationnelle pour le Moulin du Roi avec l'EPF. Donc l'EPF c'est l'établissement public foncier de Bretagne. Donc vous avez eu les annexes donc avec le contrat qui est proposé. Donc Madame le maire rappelle le projet porté par la commune de réhabilitation de la friche du Moulin du Roi, dont les orientations programmatiques ont été développées dans l'étude d'attractivité du centre-ville pilotée par Terre Urbaine. D'ailleurs, pour cette étude, l'EPF avait déjà participé pour la réalisation de l'étude à hauteur de 9 000 €.
L'emprise importante de la minoterie en ruine, 4677 m², renforce le sentiment de friche en plein cœur de ville sur un secteur commerçant et un axe de passage vers la presqu'île de Crozon. Ce site pollué provoque des nuisances pour les riverains, nuisances pour la salubrité publique et la sécurité. Réhabiliter cette friche constitue donc un enjeu de revitalisation et d'attractivité du centre-ville de Châteaulin. D'ailleurs, on s'est rendu compte, pour ce qui est de la sécurité, il n'y a pas très longtemps qu'un incendie s'était déclenché, donc qui n'a eu, bien heureusement, qui a été très vite limité par les pompiers, mais qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus importantes pour les bâtiments autour. Les orientations programmatiques se déclinent autour d'une maison de l'image avec la valorisation du fonds Le Doiré, d'une médiathèque tiers-lieu, de l'office du tourisme, d'un hébergement touristique de passage, un rooftop avec un bar et une terrasse, du logement. Cette programmation n'exclut pas le logement sur cet îlot, des espaces végétalisés et publics en liaison avec le secteur pour en faire un pôle à vocation culturelle, touristique et économique. Ce projet nécessite l'acquisition d'emprises foncières, cise le Moulin du Roi. Le coût de ces acquisitions, la nécessité de leur mise en réserve, le temps que le projet aboutisse et le travail important et le travail de négociation, de suivi administratif, voire de contentieux, implique une masse de travail trop importante pour que la commune de Châteaulin puisse y faire face seule. Par ailleurs, elle applique une connaissance approfondie des procédures. C'est pourquoi il vous est proposé de faire appel à l'établissement public foncier. Donc, il s'agit d'un établissement public d'État à caractère industriel et commercial intervenant à l'échelle régionale. Il a pour objet de réaliser pour son compte, celui de l'État, des collectivités locales ou de toute personne publique, des acquisitions foncières destinées à constituer des réserves foncières en accompagnement des opérations d'aménagement, au sens de l'article L300-1 du Code de l'urbanisme. Il dispose d'un personnel spécialisé et de fonds dédiés qu'il peut mettre à disposition de la collectivité par le biais d'une convention à intervenir entre les deux parties. Il procède aux acquisitions nécessaires par tout moyen. Dans cette optique, l'EPF Bretagne signe des conventions cadres avec des EPCI définissant les grands enjeux partagés, puis des conventions opérationnelles pour chaque secteur de projet. En ce sens, la communauté de communes de Plémin-Châteaulin-Porzay a signé une convention cadre avec l'EPF France qui est complétée par une convention opérationnelle avec chaque collectivité sollicitant son intervention. La convention opérationnelle définit les prestations demandées à l'EPF France, les modalités d'acquisition de biens et de réalisation des études et ou travaux, le taux d'actualisation et le prix de revente. Donc voilà, on verra après pour ce qui est proposé, le décret. Donc effectivement, l'EPF, c'est un établissement qui peut, en lieu et place de la mairie, se porter acquéreur du Moulin des Rois. C'est eux qui vont négocier le prix d'achat, mais ils vont également pouvoir effectuer des travaux de sécurisation, de dépollution, et ce sera largement subventionné en fait. Beaucoup plus subventionné que si c'était nous qui devions réaliser cette opération. Et le portage avec l'EPF, c'est maximum 10 ans. Nous, on a 10 ans pour leur racheter le bâtiment une fois qu'il aura été assaini. Moi, je peux juste ajouter que, comme l'a dit Sylviane, il est tout à fait normal que la commune de Châteaulin se préoccupe du devenir de ce site anciennement industriel, qui aujourd'hui est en état de ruine, puisqu'il est situé en plein cœur de la ville. C'est un site emblématique. Donc l'intérêt que nous devons y porter me paraît tout à fait justifié. Cet intérêt s'inscrit aussi dans un contexte global, à la fois national, régional et local, de réduction de la consommation des espaces fonciers, notamment le foncier agricole. Aujourd'hui, ça a du sens de réhabiliter des friches, puisque il faut absolument éviter de consommer inutilement des espaces agricoles ou des terres nues aujourd'hui. On va aussi vers la réglementation qui va nous imposer la zéro artificialisation nette. C'est-à-dire que si par l'avenir
des terres aujourd'hui agricoles doivent être urbanisées, il faudra compenser par une remise, une restauration à la nature ou à l'agriculture d'autres espaces. Donc vraiment, il y a un contexte global qui justifie qu'on se préoccupe de la revitalisation de ce type de friches. On a vu aussi, grâce à l'étude de revitalisation du centre-ville, que des projets tout à fait intéressants peuvent être développés sur ce site, comme on a vu d'autres sites. Hein. Ça, c'est l'étude de revitalisation du centre-ville, regardée sur un périmètre plus large. Donc voilà, sur l'intérêt, la pertinence, la légitimité à s'engager, moi, je pense que mes collègues, on n'a pas de doute là-dessus. Néanmoins, je le rappelle, je profite du conseil municipal pour le dire aussi publiquement, c'est que l'état de ruine du bâtiment, des bâtiments du Moulin du Roi, on le sait, laisse augurer un coût très élevé de déconstruction, de dévolution et de reconstruction. On en a conscience, et justement, l'accompagnement par l'EPF est très utile, puisque c'est l'EPF, avec les techniciens et les spécialistes, qui a commencé déjà à chiffrer le coût de la déconstruction, le coût de la dépollution. On a l'amiante, il y a peut-être d'autres sources. Bon, c'est pas un site qui est pollué de manière majeure, mais de toute manière, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve, de toute façon, il y a une démolition importante qui doit être réalisée. Mais, je le dis, la ville n'est absolument pas responsable de l'état de ruine de ce bâtiment. C'est un site exploité jusqu'à peu de temps, qui constituait un ICPE. Et par conséquent, la ville ne pourra pas toute seule assumer la sécurisation. Et on voit que le problème de sécurisation, il est encore plus accru au lendemain du sinistre, de cet incendie, puisque déjà la ville était intervenue dans le cadre de procédures spécifiques d'arrêté de péril. On a dû se substituer aux propriétaires qui étaient défaillants. On a engagé des frais pour lesquels on n'a pas été remboursé, mais c'était pour assurer une sécurité pour les riverains du quai Cosmao, etc. Pour empêcher aussi les intrusions dans la mesure du possible. Mais suite à l'incendie, il y a toute une toiture qui a disparu. Donc maintenant, une partie importante du bâtiment est exposée aux intempéries. Donc on sait que la sécurisation va être un souci. Et je le dis publiquement, c'est que c'est pas à nous de supporter tout seul, enfin nous, c'est-à-dire collectivement à la commune, de supporter seul, sans soutien. Il va falloir, il faudra qu'il y ait un soutien. Le partenariat avec l'EPF est tout à fait pertinent et on travaille bien. Mais derrière, de toute façon, il faudra que la ville rembourse. Donc il faut que des projets se développent. Et pour cela, on aura besoin de garanties aussi de la part, notamment de l'État, d'un accompagnement fort. Voilà, je voulais juste préciser ça. Et cet accompagnement, on le sollicite dans le cadre notamment du fonds Friche. On est vraiment en veille. Le fait de s'inscrire dans la démarche Petite Ville de demain, d'avoir été retenu, j'espère que ça nous apportera des financements. Il y a des dispositifs spécifiques qui me semblent être politiquement tout à fait justifiés, parce qu'on ne peut pas d'un côté dire aux communes, aux collectivités, vous devrez réinventer la ville sur les friches, enfin réinventer la ville sur la ville. Moi je trouve que c'est très intéressant, c'est passionnant, mais derrière il y a une réalité, c'est que ça coûte beaucoup plus cher que de construire sur un terrain nu. Donc il faudra que nous ayons un soutien très très fort. Donc là, c'est du coup dans son cadre. On continue le travail qui est engagé avec l'EPF, mais moi je poursuivrai aussi les échanges avec l'État. On prend bien conscience que, notamment, là on voit la facture de sécurisation, elle va être beaucoup plus importante suite à cet incendie. Et le site reste encore très, très fragile. J'espère qu'on n'aura pas à déplorer encore un incendie. Voilà, je voulais juste expliquer ce contexte, c'est-à-dire que cette convention n'entraîne pas de facto le transfert de propriété. L'EPF n'est pas encore propriétaire, et de toute façon tout sera avec nous, mais je pense qu'il faut bien dire que on continuera à s'engager, mais si aussi on a des garanties.
commune est une commune certes importante à l'échelle du territoire, mais qui est quand même une petite commune au regard de projets de ce type. Voilà ce que je peux préciser. Vous avez des questions? Oui, vous parlez du coup de la sécurisation à la lecture des documents et des différents documents. L'acquisition des pollutions, des constructions est estimée à 770 000 euros, si j'ai bien compris, 100 000 euros d'acquisition, 670 000 euros de dépollution, de déconstruction. Quand vous annoncez dans la délégation consentie qu'on verra en fin du Conseil un montant estimé des travaux à 11 160 000 euros, est-ce que ce chiffre de 11 millions est exact? Alors, j'ai vu, ça c'est ce qui a été présenté. En fait, on a chiffré, si on doit réaliser le programme tel qu'il est, encore on n'a pas fait l'étude de programmation, mais si on a essayé de chiffrer sur la base de l'étude réalisée par Terre Urbaine. Le projet de Terre Urbaine, avec les services, la DDTM, les services de la ville, etc., on a dit, ben voilà, mais on est vraiment sur un exercice qui est complexe. Aujourd'hui, la ville n'est pas engagée, c'est-à-dire que bien évidemment, pour monter le dossier fonds friche, il fallait donner les éléments pour essayer d'évaluer au plus juste un déficit foncier, puisque le fonds friche intervient sur un déficit foncier. Et donc, Madame Le Gret, avec les services et la DDTM et le PF et un certain nombre de spécialistes, on a eu, voilà. Mais aujourd'hui, la ville n'est pas engagée là-dessus. Alors, nous allons voter contre et je vais vous expliquer rapidement pourquoi. On en débattra ou pas, hein, peu importe. Après, on a des divergences et c'est normal. 11 millions d'euros, c'est 6 maisons de santé, c'est 25 ans de budget voirie annuel, c'est un parc de 128 navettes électriques. Donc forcément, on n'est pas très en phase, vous vous doutez. Mais au-delà de ce coût qui nous semble assez pharaonique pour le budget modeste que nous avons, et vous l'avez rappelé, il y a certains points qui ne nous plaisent pas. 50 places d'hébergement de passage, un musée, un office du tourisme de 100 mètres carrés, un rooftop, c'est-à-dire un bar-terrasse sur un toit, sont autant pour nous de projets qui sont assez fastueux, certes, mais pas forcément en adéquation avec le quotidien des habitants, mais qui a plus vocation à attirer un public touristique, cela va de soi, puisqu'un musée de base, quand même, des hébergements de passage, on ne peut pas nier l'intérêt de travailler l'attractivité touristique sur ce projet. Aujourd'hui, on a de nombreuses villes littorales et maintenant de plus en plus dans le centre qui connaissent ces difficultés d'attractivité touristique avec tous les billets que l'on connaît, la hausse du coût de l'immobilier, la difficulté pour des jeunes ménages de s'installer, les difficultés à stationner et à circuler. Quid d'ailleurs du carrefour de la Caisse d'épargne après l'ouverture d'un musée dans la rue adjacente. Et tout un tas de choses qui effectivement vont peut-être changer profondément la façon d'habiter Châteaulin. Et c'est quelque chose sur lequel on trouve que la réflexion, en tout cas, ne nous convient pas, même s'il est vrai qu'il y a des dizaines et des dizaines d'habitants qui ont participé à ces études. L'agence d'urbanisme l'a fait aussi. Disons qu'aujourd'hui, on aurait préféré un bâtiment qui peut-être regorge moins de projets fastes, qui soit rénové pour autant parce que nous sommes convaincus que le Moulin du Roi doit être réhabilité. C'est une certitude, c'est un monument de la ville. Et en ça, il a toute sa place pour retrouver de belles couleurs d'antan. Mais nous aurions préféré, évidemment, et nous allons rester, en tout cas pour l'instant, sur cette image que nous en avions, d'en faire un lieu de rencontre des Châteaulinois, essentiellement, et ce, tout au long de l'année, et pas en grande majorité l'été. Bon, je sais bien qu'il y a évidemment la médiathèque, et ça c'est très bien, mais les 50 logements de passage, le rooftop sur le toit, et le musée à destination des touristes font que, malheureusement, je crains que cet endroit soit aussi confisqué ensuite aux Châteaulinois par ces personnes de passage qui vont engorger la ville. Voilà notre position sur ce sujet. Moi, j'entends vous exprimer une vision que vous avez de Châteaulin et elle vous appartient, mais l'objet de cette délibération n'est absolument pas celui-là. En revanche, on ne vous a pas entendu lorsqu'il y a eu la restitution, il y a eu une réunion publique sur la restitution de l'étude menée par Terre Urbaine, il y a eu une restitution au conseil municipal, il y a eu une réunion publique, et ces propositions-là, vous ne les avez pas faites. Et même à la limite, vous n'êtes pas content, vous les ferez, parce que ce que j'ai bien précisé, c'est que les orientations qui ont été proposées par Terre Urbaine, de toute façon, doivent être
travaillée, retravaillée, et qu'une étude de programmation bien spécifique doit avoir lieu sur le Moulin du Roi. C'est pas le sujet de ce soir. Après, si vous voulez vous exprimer aujourd'hui à l'occasion du conventionnement avec l'EPF, bon, ben voilà, mais là, l'objet de la délibération, c'est vous êtes pour un conventionnement avec l'EPF ou pas? Apparemment, vous êtes contre. Donc, tant pis pour vous. Vous assumerez. Moi, toutes les collectivités bretonnes, elles sont très nombreuses à travailler avec l'EPF. Ça permet un portage. C'est pas cette convention qui, en fait, fixe les relations avec l'EPF, c'est-à-dire les conditions financières, les conditions de durée, etc., n'oriente pas, n'impose pas au conseil municipal de Châteaulin aujourd'hui de faire telle ou telle programmation, et vous le savez très bien. Donc, moi, ce que je vois, c'est que quand le sujet était de discuter de cette étude urbaine, on ne vous a jamais entendu. C'est faux. Ah non. Mais si, c'est faux. C'est faux. Je vais vous envoyer le lien YouTube si vous voulez quand j'ai interpellé la personne de Terre Urbaine. Quant à savoir si c'est dans la Convention, c'est à la page 6, objet de la Convention, chapitre 1, périmètre et projet engagé par la collectivité. C'est les propositions, mais ça doit être travaillé de toute façon. Là, l'objet, c'est on travaille avec l'EPF ou pas. Moi, je dis qu'il faut le faire, et c'est pour ça que j'invite le conseil municipal à le faire. Ensuite, il y a, je vois bien dans vos interventions, il y a une confusion totale. Vous ne comprenez pas, et ça c'est incroyable, vous croyez que la collectivité va tout faire, va tout porter. À Châteaulin, on a un besoin en hôtellerie. Je ne sais pas si il y a des besoins. Malheureusement, les hôtels implantés à Châteaulin ont du mal. Il y a un hôtel historique à Châteaulin qui ne trouve pas repreneur, qui va fermer. Parce que les critères aujourd'hui en matière d'hôtellerie sont différents. C'est très dur pour un indépendant de fonctionner. C'est plutôt des chaînes. C'est pas un gros mot de le dire, c'est juste voilà, un mode de fonctionnement sur la base de 50 chambres, etc. Ce besoin, vous le niez, c'est votre problème. Moi, je l'entends, les entreprises, j'entends les acteurs de Châteaulin qui disent il y a un besoin entre Brest et Quimper. Moi, j'aimerais que Châteaulin aussi vive. Et c'est pour les Châteaulinois. Vous le contestez, c'est votre sujet. Mais ça veut dire que vous ne connaissez pas trop la ville. L'hôtellerie, on en a besoin. Et le Moulin du Roi peut être ce lieu. Ensuite, l'étude terre urbaine. Eh bien, il y a eu une vaste concertation. Les Châteaulinois ont été associés et ont tous dit qu'ils souhaitaient que ce site soit public. Voilà, qu'il y ait une vocation publique, vous l'avez entendu. Et eh bien, ça peut se traduire par le projet. C'est facile de faire croire qu'on est sur un projet luxueux, somptueux, etc. C'est pas vrai du tout. Simplement, il faut aussi répondre aux besoins de la ville, aux besoins de développement, et c'est dans l'intérêt des Châteaulinois. Mais on en redébattra. Alors là, on aura l'occasion, parce que c'est tellement vaste, et je le dis de toute façon, les choses ne pourront être engagées que s'il y a aussi un soutien à l'accompagnement de l'État, il faut le dire. S'il n'y a pas d'accompagnement de l'État, eh ben, ça restera une belle étude, un beau projet, et un site qui va rester à l'état de ruine à Châteaulin. Et là, vous verrez que nos échanges paraîtront assez dérisoires. Mais voilà, moi, l'objet de la discussion, c'est ça. Et vous l'avez bien perçu. J'ai une question. Ça fonctionne? Oui. Moi, c'est juste sur le projet de convention avec l'établissement. On s'engage sur les 4 points, une maison d'image, une médiathèque, office de tourisme, hébergement touristique. Non, on s'en... D'accord. C'est mis dans la convention, mais c'est modifiable. C'est inscrit dans le projet de convention. En fait, on donne le mandat pour nous aider dans les acquisitions foncières. Quand elle se présente, L'idée, c'est aussi... c'est l'EPF qui va conduire les opérations de dépollution, de déconstruction. Il va les financer. Elle va supporter 60% de ses coûts, sachant que la collectivité, il lui restera à sa charge plus 40%.
Oui, mais j'avais lu que si on faisait une convention avec l'EPF, il fallait s'engager à faire des logements par la suite. Donc ça, c'est fixe. Pas forcément. En Pas fait, forcément. les équipements publics qui sont pressentis sont traduits en mètres carrés de logement. D'accord. Donc on s'engage sur quoi en fait Mais- quand on fait cette De toute convention? façon, On s'engage à travailler avec l'EPF. Mais pour la suite, en fait, j'ai compris la construction, enfin la Il y aura déconstruction, le- la par déco. exemple, sur le volet logement, il peut être plus important, par exemple, parce que Oui, c'est ça pas qui nous, va- mais on c'est ça s'engage qui quand va- même à faire du logement. Et C'est ça. la convention, oui, tout à fait. D'accord, c'est ça, c'est bien ce que j'ai compris, on s'engage sur ça. C'est le seul point où... En fait, c'est plutôt l'étude de programmation qui va être plus fine qui nous amènera ça. Terre urbaine n'a pas tellement identifié de logement à cet endroit-là. Je pense que c'est dommage, en tout cas, pour moi, et c'est pour ça qu'on l'a indiqué. Hébergement, logement. Voilà, cette programmation ne doit pas exclure le logement. On veut le rajouter. D'accord. Après, voilà, il y aura une articulation à faire. Et sur des parties d'hébergement touristique, par exemple, c'est porté par un investisseur. C'est-à-dire, mais c'est assez classique comme schéma. Avant, Petite Ville de demain, avant construit, ça existait. J'en ai déjà parlé avec le préfet. Il m'avait dit sur d'autres opérations, vous avez un ancien site industriel. La collectivité, la puissance publique permet l'acquisition dans des conditions plutôt favorables, permet la dépollution, l'aide de désamiantage, etc. Pour pouvoir revendre après, subvention déduite, à quelqu'un qui va réaliser, soit installer une entreprise, soit installer un hôtel, soit autre chose. Mais ce sont des mécanismes qui existaient déjà auparavant, qui aujourd'hui ça s'appelle comme ça, mais c'est vers ça que l'on veut tendre. La ville, elle ne doit pas aller faire certaines opérations qui ressortent du privé. Mais Moi, c'était nous, plus de savoir si voilà. le point Mais est aujourd'hui, fixe si ou- vous voulez, un opérateur, par exemple, un opérateur, il n'a pas besoin de tout le site. Par exemple, si jamais il y avait un projet d'hôtel, il n'aura pas besoin de l'intégralité. Et aujourd'hui, il ne viendra pas si le site n'est pas déconstruit à certains endroits, etc. Et s'il n'y a pas tout un programme d'ensemble. Nous, s'il y a une médiathèque, elle sera portée par la commune. S'il y a des équipements type restauration, on est dans une société d'économie libérale, ce sera plutôt, une fois déconstruit avec un programme, ce sera plutôt proposé à quelqu'un qui aura un projet privé de réalisation d'un... Voilà comment ça se passe. On a déjà une convention avec l'EPF sur le plateau de la gare. Et ça nous laisse une souplesse, parce que par rapport à l'étude qui avait été faite il y a longtemps avec Pharmacis, on va avancer, mais on ne va pas appliquer strictement l'étude Pharmacis. Vous voyez, donc ce que je veux dire, c'est qu'une convention avec l'EPF ne fige pas les choses, ne nous interdit pas de revoir et de faire, voilà, de faire évoluer un projet. Oui, tout à fait. Il y a d'autres questions, d'autres interventions? Donc, il vous est donc proposé de formaliser la demande d'intervention d'un côté collectivité auprès de l'EPF Bretagne et d'approuver la convention opérationnelle proposée par cet établissement. Je ne vais pas vous lire tous les vus et les considérants. Je vais pas, si ça ne vous embête pas, je vais passer tout de suite à ce qui est proposé au conseil municipal. Donc, il est proposé au conseil municipal de demander l'intervention de l'établissement public foncier de Bretagne pour procéder aux acquisitions des parcelles répertoriées dans la convention opérationnelle d'action foncière annexée à la présente délibération. D'approuver la dite convention et autoriser Madame le maire à la signer, ainsi que tout document nécessaire à son exécution. De s'engager à racheter ou à faire racheter par un tiers qu'elle aura désigné les parcelles avant le 30 janvier 2032. D'autoriser Madame le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Donc on va pouvoir passer au vote. Donc qui s'abstient? Donc une abstention d'un LBD. Qui est contre? Donc 5. Et le reste est pour. Pour le point suivant, peut-être Madame Lévidan, que je m'en parle de ça, ça concerne les associations à un peu. Donc je vous propose une
Polissonnance. Donc ça sera une convention qui se basera pour 4 ans, sachant que la Polissonnance a eu son projet social validé par la CAF pour 4 ans. Donc l'association entend poursuivre ses activités dans le domaine de la vie sociale en direction des familles et de l'intergénérationnel. Et donc comme c'était prévu auparavant, la commune apporte son soutien matériel et financier à l'association à travers une subvention annuelle qui sera calculée au prorata du nombre d'habitants de la commune. La convention est votée pour 4 ans, mais le conseil municipal se réserve le droit de fixer chaque année le montant de la base de calcul. C'est ce qui se fait normalement. Et en contrepartie de son soutien, donc la commune a fixé dans la convention ses propres objectifs. Donc accueillir et informer les habitants de Châteaulin, développer et mener des actions de soutien à la parentalité pour les Châteaulinois, coordonner un lieu d'accueil par enfant avec les partenaires communes, CAF, l'association EPAL. Donc ce lieu d'accueil est en travail à l'heure actuelle. Maintenir le lien intergénérationnel entre les habitants de la commune, mener des actions solidaires en direction des Châteaulinois, proposer des actions culturelles sur la ville en partenariat avec la commune. Donc dans ce cadre, et c'est déjà en place, une réunion trimestrielle sera organisée entre la direction de l'association, les élus et les services de la mairie. Animer des actions de terrain en direction des jeunes en dehors des temps scolaires et évaluer les actions concernant le lien intergénérationnel et la solidarité envers les Châteaulinois. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer la convention quadriennale du partenariat et l'objectif avec l'association Polissonnance. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour, je vous remercie. D'accès aux équipements sportifs avec le collège et le lycée Jean Moulin. Ces conventions ont pour objet de déterminer les équipements sportifs de la commune mis à disposition du collège et du lycée Jean Moulin dans la pratique de l'éducation physique et sportive. Donc ce sont les équipements communaux qui sont utilisés, le gymnase Hervé Mao, la salle de gymnastique du gymnase, la salle de tennis, le stade municipal et l'aire de plein air situé entre le lycée et le gymnase. Donc, afin de participer aux frais de fonctionnement des installations sportives municipales, l'établissement utilisateur s'engage à verser une contribution financière selon la tarification adoptée par le conseil départemental du Finistère pour le collège, soit pour 2021, 1 heure d'utilisation des salles de sport à 8,06 €, 1 heure d'utilisation des installations de plein air, y compris les terrains gazonnés, à 4,03 €, et selon la tarification adoptée par le conseil régional de Bretagne pour le lycée, soit pour 2021, 1 heure d'utilisation des salles de sport, 13,89 € et 1 heure d'utilisation des installations de plein air, y compris les terrains gazonnés, 10,33 €. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je voulais savoir si les autres établissements du secondaire avaient des conventions aussi. Alors, justement, j'en ai parlé à M. Guidourez, on doit se tourner vers le lecta pour savoir s'ils utilisent nos établissements aussi. En fait, ces conventions sont revues à la demande du lycée Jean Moulin, du collège du lycée Jean Moulin. Donc, c'est pour ça, parce qu'on avait des conventions qui dataient depuis très longtemps. C'est la première fois que je vois. Et c'est vrai que j'y ai songé, et on va se retourner dans le lecta. Et la tarification, elle est calculée comment? Mais c'est pas nous, c'est la région. C'est la région qui La région et le département. D'accord. Oui. Oui. Donc ils ont l'obligation normalement d'organiser la collectivité qui fournit des moyens alors que ça n'est pas de sa compétence. D'accord. Ça repose sur ce principe. Voilà, c'est ça. Donc s'il n'y a pas de questions, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Je vous remercie. Alors on a conclusion inversée. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, décision modificative numéro 4 du budget principal.
Pour rappel, lors des conseils municipaux, 3 mai, 8 juillet, 30 septembre, on a adopté les décisions numéro 1, 2 et 3. Et aujourd'hui encore, donc, il s'avère nécessaire d'apporter de nouvelles modifications. On a vu ça en détail à la commission finances, mais je vais quand même reprendre un peu les postes. En chapitre 11, on a un besoin de trésorerie de 37 100 €, qui se décompose comme suit. Le premier compte, 60 623, alimentation, 7 000 €. Il faut savoir que la commune a remporté le marché de la restauration de l'ALSH, et du coup on a 2 000 repas à servir en plus, ce qui explique cette demande de 7 000 €. Les services techniques, pour le compte 6632, les services techniques donc, continuent encore de réaliser les mises à jour électriques, et là on a besoin donc, de 20 000 € qui sont dispatchés sur 4 comptes. Ça concerne essentiellement, là, cette fois-ci, les équipements sportifs, les gymnases et les logements situés rue Marcel Millat. 6633, 5 000 €, ce sont des fournitures de voirie, essentiellement gravillons et aménagement du plateau de la gare. 6067, c'est un complément de budget pour l'achat de fournitures scolaires à Marie Curie pour 1 000 €. Le poste maintenance, 3 000 €, c'est concerne le logiciel de la bibliothèque pour la partie fonctionnement. Bon, l'assurance multirisque, c'est 100 €, c'est une écriture de régularisation du compte. Le 6162, l'assurance dommage construction, 1 000 €. En fait, il s'agit de prolonger de 2 mois cette garantie qui concerne la maison de santé. On va donc jusqu'au 15 janvier 2022. Et enfin, les comptes 6236, 6288, pardon, 4 000 €, c'est juste un transfert sur le bon compte. En chapitre 22, on diminue de 8 000 € les dépenses imprévues. Nous sommes donc en fin d'année et on peut diminuer tranquillement ce poste sans prise de risque. Il reste actuellement 25 000 €. En recettes, nous avons donc 14 000 €. Nos résultats sont bons concernant les droits de mutation. On a déjà encaissé 153 000 €, si je ne me trompe pas, alors qu'on avait prévu donc la somme de 124 732 € au budget. Et on a également 15 100 €, c'est le remboursement par l'État des pertes fiscales liées à la pandémie sur 2020, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que ce n'était pas prévu. Pour rappel, la section de fonctionnement demeure en suréquilibre de 200 000 €. Avant de passer à l'investissement, est-ce qu'il y a déjà des questions sur la partie fonctionnement? Non, je continue sur l'investissement. En investissement, en fait, on a un besoin de trésorerie de 25 000 € pour le GR bâtiment. En fait, lors des travaux au camping, il s'est avéré que le plancher du logement était en très très mauvais état. Il fallait le remplacer. Et d'autre part, il faut également procéder au remplacement des bornes électriques. Comme on équilibre, en fait, on diminue de 13 000 € les dépenses imprévues. Même remarque que tout à l'heure, sur ce poste-là, en investissement, on avait 100 000 €, donc il n'y a pas de souci. Et enfin, on diminue de 12 000 € la somme en investissement pour l'opération plateau de la gare. Et en conséquence, donc après adoption de cette décision, on restera équilibré sur l'investissement. Des questions sur l'investissement? Non, donc je vais passer au vote. Est-ce qu'il y a des voix contre? Une voix contre. Madame Luédé. Qui s'abstient? 5. Je vous remercie. Donc, comme il s'agit d'une décision modificative, comme d'habitude, Benjamin passera pouvoir pour les signatures. Du coup, on reprend le cours normal et on passe au point 11. Autorisation d'engager
les dépenses d'investissement avant le vote du PP 2022. Comme chaque année, il vous est proposé d'autoriser d'engager les dépenses d'investissement 2022, donc avant le vote du budget primitif. Donc en effet, actuellement, le vote du budget primitif de la commune a lieu en mars de chaque année. Et or, il peut s'avérer nécessaire d'engager les dépenses avant cette date. Il s'agit notamment d'éviter de bloquer les services qui continuent de travailler. Avant de Benjamin, tu dis pas d'afficher l'annexe, s'il te plaît, à l'écran. L'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur l'autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Vous l'avez de toute façon reçu en annexe également. Cette possibilité offerte par la réglementation concerne donc les 11 opérations listées dans le document. Vous avez le montant total voté dans le budget 2021 et à côté le montant engageable en 2022 avant le vote budget primitif. On prend par exemple l'opération 35, aménagement du réseau de la gare, on peut engager donc 17 000 € sur les 68 000 votés. Cette année, vous remarquerez une présentation différente du tableau récapitulatif. Il y a l'apparition des comptes au sein des opérations. Il s'agit d'une demande de la préfecture. Par exemple, si vous prenez l'opération 13, acquisition de matériel, on a 6 comptes au lieu d'une ligne auparavant. Pour information, le passage à la fameuse L57 est sans conséquence sur cette délibération classique. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Non. Donc on passe au vote. Qui est contre? Une voix contre, Madame Lévidé. Qui s'abstient? 5. Je vous remercie. Tu avais dit qu'on s'abstenait pas. Tu avais dit l'année dernière, c'était pas abstenu. Le point suivant, les tarifs communaux pour l'année civile 2022. Vous avez en annexe les propositions de tarifs communaux applicables dès le 1er janvier 2022. Il est proposé cette année une augmentation de certains tarifs. Il faut donc noter que ceux-ci n'ont pas évolué depuis 6 ans. Bon, il est vrai qu'il n'y avait pas trop d'inflation pendant certaines années, mais en 2021, l'inflation déjà de 2,6% à fin octobre, et si je ne me trompe pas, elle est même de 2,9% à fin novembre. Donc il est proposé une hausse des tarifs comprise entre 1 et 3%, avec un principe de simplification des tarifs, de recherche de l'arrondi, pour faciliter les encaissements des régisseurs. Par l'idéal, concernant l'IAL, il y a une réflexion qui est en cours pour la révision des loyers à la baisse, car les loyers actuels sont non conformes au prix du marché. Si je ne me trompe pas, c'est la Chambre régionale des comptes, Nadine, tu me diras si je me trompe, qui avait indiqué que les tarifs étaient trop élevés. Merci. Et les études de terre urbaine, exactement. Donc on va travailler là-dessus au courant de l'année 2022 pour voir ce qu'on peut faire. Donc là, on ne les a pas touchés là, pour cette année, pour ce début d'année. Et un petit rappel, les tarifs concernant les terrasses extérieures, on a déjà revu ça récemment avec Didier. Là. Pendant la commission, on a aussi décidé de proposer un statu quo pour le tarif des photocopies. On n'a préféré pas les modifier. Les tarifs des locations, eux, ils évoluent en fonction d'indices de révision des loyers ou de la construction, donc là c'est automatique. Et je voulais faire une petite précision, parce qu'il y a un arrondi qui n'a pas été fait.
Si vous êtes d'accord, page 2, si je ne me trompe pas, la stèle du souvenir, plaque pour 30 ans, on passerait de 68 à 69. Si personne n'aura d'objection. Est-ce qu'il y a des remarques à faire sur ce point? Non, alors on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? On est pour, je vous remercie. Point suivant, le tarif. Jean-Pierre, oui. Faut que tu reviennes. La maison de santé pluridisciplinaire, une fois opérationnelle, donc accueillera 5 médecins généralistes, un cabinet d'infirmiers, 2 médecins spécialistes et un cabinet mutualisé. Le tarif de loyer proposé intègre le montant de l'échéance d'emprunt prévisionnel, des frais de gestion correspondant à 0,035% du montant prévisionnel des travaux, des provisions pour grosses réparations et gros entretien s'élevant à 0,4% du montant prévisionnel des travaux. De plus, les charges prévisionnelles d'eau et d'énergie ainsi que d'entretien de la vitrerie sont inclus dans le montant de la redevance proposée. Il est rappelé que le financement de la maison de santé est en partie assuré par un emprunt souscrit auprès de la Caisse des dépôts et de consignation en 2 lignes, l'une pour un montant de 791 024 € sur 25 ans, au taux fixe de 0,82%, et la seconde pour 291 025 sur 30 ans, au taux variable de 1,1%. L'index du taux variable est le taux du livret A plus marge de 0,6%. Ça, c'est un rappel. Donc l'opération est ainsi supposée se subvenir à elle-même et ne pas puiser sur les fonds propres du budget principal. Il est proposé un loyer fixé à 10 € du mètre carré. Il est précisé que les tarifs des loyers des professionnels de la maison de santé seront révisés annuellement au 1er janvier en fonction du dernier indice de référence des loyers connus et publié par l'INSEE. La surface prise en compte est établie comme suit: espace d'activité propre à chaque cabinet, proratisation des parties communes affectées à chaque cabinet, et proratisation des locaux techniques et espaces mutualisés affectés à chaque cabinet. Donc vous avez en annexe le tableau récapitulatif par professionnel de santé. Par exemple, pour les médecins généralistes, le montant du loyer s'élèvera à 500 € plus 90. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Non. Il est proposé au conseil municipal d'adopter les loyers des professionnels de santé de la maison de santé pluridisciplinaire pour l'année civile 2022. Est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? Tout le monde est pour, je vous remercie. Bien, il s'agit d'une demande de protection au titre des monuments historiques. Vous avez un annexe avec tout le descriptif. Alors, un monument historique est un immeuble ou un objet mobilier recevant un statut juridique particulier destiné à le protéger du fait de son intérêt historique, artistique, architectural, mais aussi technique ou scientifique. Le statut de monument historique est une reconnaissance par la nation de la valeur patrimoniale d'un bien. Cette protection implique une responsabilité partagée entre les propriétaires et la collectivité nationale au regard de sa conservation et de sa transmission aux générations à venir. Actuellement, il y a seulement l'église Notre-Dame avec l'arc de triomphe, la croix et l'ossuaire qui sont classés depuis 1914. La commune possède par ailleurs un patrimoine remarquable et à ce titre
de nombreux objets mobiliers du patrimoine religieux sont inscrits ou classés. Donc il est nécessaire de poursuivre cette politique de protection du patrimoine châteaulinois. Je pense que Sylviane était passée avec l'architecte des bâtiments de France qui avait fait tout un tour de Châteaulin et c'est à la suite de ça qu'on a listé les monuments qui seraient susceptibles d'être inscrits au titre des monuments historiques. Alors je vous les cite brièvement. Il y a la chapelle Notre-Dame de Kerluan, le viaduc du centre-ville, l'hôtel de ville, ça ce sont les bâtiments. Et également il y a des marines, des peintures qui représentent le portrait de l'amiral Cosmao, qui est originaire de Châteaulin, et 4 des batailles auxquelles il a participé. Bon, ces toiles ont été léguées à la commune en 1913 par un héritier, par un descendant de l'amiral Cosmao. Il y a également une huile d'Auguste Allongé qui a été acquise assez récemment, une vue de Port-Launay en Bretagne représentant Châteaulin. Et il y a également deux peintures des huiles sur toile d'Henri Barnoin. Je pense qu'elles sont datées de 1936 aux dernières études, qui représentent la rue Notre-Dame. Vous avez toutes ces descriptions en annexe. Voilà, donc, est-ce que vous avez des questions? Non, écoutez, il est donc proposé au conseil municipal de demander la protection au titre des monuments historiques des immeubles suivants: la chapelle Notre-Dame de Kerluan, le viaduc du centre-ville et l'hôtel de ville. Également de demander la protection au titre des monuments historiques des objets mobiliers suivants: les 5 marines représentant le portrait de l'amiral Cosmao et les batailles auxquelles il a participé, une huile sur toile d'Auguste Allongé et 2 huiles sur toile d'Henri Barnoin représentant la rue Notre-Dame. Et donc d'autoriser Madame le maire à entreprendre toutes les démarches afférentes à cette opération, et notamment à signer toutes les pièces administratives, comptables, juridiques s'y rapportant. Voilà. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. De délibération, comme j'avais eu l'occasion de vous proposer cette délibération il y a quelque temps, l'objectif c'est de pouvoir être réactif lorsque notamment l'État annonce des appels à projets auxquels il faut répondre très rapidement, et parfois il est difficile de convoquer le conseil municipal pour avoir l'autorisation de répondre à cet appel à projet. Donc là, ce que je vous propose, c'est à nouveau cette délégation pour l'année 2022. Ceci étant, et vous verrez à la fin, ça n'empêchera pas de passer les dossiers au conseil municipal, parce que tout à l'heure, quand je vais clôturer le conseil municipal, je vais vous parler de la DETR, et j'ai l'intention de convoquer le conseil municipal pour être autorisé à faire une demande spécifique au titre de la DETR avant la fin de l'année. Mais vous voyez, donc là, le contexte, c'est vraiment d'être en capacité d'être réactif. L'idée, ce n'est pas de chanter le pouvoir des conseillers municipaux, ni de les priver de la possibilité de discuter des projets. C'est la demande que je vous fais. Est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? Une abstention? Il en restait pour. D'accord. Et enfin, donc l'information concernant l'exercice de la délégation qui m'a été accordée. Effectivement, il y a un retour sur la demande au titre du fonds friche,
qui vous est indiqué, c'est le montant qui avait été estimé des travaux, mais c'est parce qu'il fallait répondre et on s'appuyait sur l'étude réalisée par Terre Urbaine. Ça n'est pas là c'est le montant brut, ça n'est pas le montant du déficit. Le déficit dans ce dossier qui a été présenté était de l'ordre de 5 millions d'euros. Voilà. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est que l'instruction est toujours en cours. On n'a pas eu de notification de décision sur ce point. Ensuite, nous avons des marchés. Donc l'eau, électricité, un marché signé le 10 août 2021, attribué à Ouest Domotique pour un montant de 100 000 euros. Ensuite, l'eau, peinture, toujours un marché signé le 10 août 2021, attribué à la SARL Caro et Fils pour 80 000 euros. Concernant un lot plafond suspendu, des travaux, un marché signé le 10 août 2021, attribué à Atlantique Bâtiment pour 80 000 euros. Concernant des travaux de plomberie, chauffage, ventilation, toujours un marché signé à la même date, le 10 août 2021, attribué à Ouest Domotique pour 100 000 euros. Marché donc de travaux sol souple, signé à la même date, 10 août 2021, attribué à Sarin Carrelage pour 80 000 euros. Et un marché concernant donc la fourniture de stores et fermeture, signé le 10 août 2021, attribué à Technostore pour 50 000 euros. Donc là, il s'agit de travaux engagés pour réparer ou effectuer des grosses réparations sur les bâtiments communaux. Concernant l'élaboration du bulletin municipal, donc le lot numéro 1, rédaction et conception, marché signé le 1er septembre 2021, attribué à l'agence d'une idée l'autre pour un montant de 7 432 euros TTC. Et le lot numéro 2, donc toujours afférent à l'élaboration du bulletin municipal, qui donc concerne l'impression du bulletin, marché signé le 1er septembre 2021, attribué à un prix graphe pour 799,70 euros. Ensuite, concernant l'équipement de la maison de santé, donc du mobilier, on a un marché signé le 5 novembre 2021 auprès de Manutan Collectivité pour un montant de 7 407,34 euros. Enfin, 3 lots donc pour le service d'entretien des espaces verts. Lot numéro 1, donc signé le 5 novembre 2021, attribué à l'ESAT Déjeuner d'Or pour un montant de 43 919,71 €. Lot numéro 2, toujours signé le 5 novembre 2021, attribué à la société Aster pour 12 100,20 €. Et enfin, un troisième lot signé le 5 novembre 2021, également attribué à la société Aster pour un montant de 24 499,20 €. Voilà donc les marchés qui ont été attribués au cours du troisième trimestre 2021. Vous avez des demandes de précision? De toute façon, précision que vous êtes apporteur lors du conseil à tout moment. S'il n'y a pas de demande de précision, donc les points à l'ordre du jour ce soir sont épuisés. Il n'y a pas de questions orales. Et je reviens donc sur ce que je disais concernant la DETR. Pour la DETR 2022, nous devons déposer les dossiers en sous-préfecture avant le 31 décembre prochain. Je convoquerai le conseil municipal le lundi 20 décembre prochain pour ce point, parce que certes, vous m'avez accordé cette délégation, mais je considère que la délégation, on l'utilise lorsque le projet a déjà été évoqué, peut-être au stade du budget, dans la présentation, enfin dans le budget primitif. Là, il s'agit d'un projet nouveau que Sylvie présentera en commission prochainement, qui concerne le domaine des écoles. Et donc, on passera en commission.
On vous présentera les éléments. L'évaluation dans un dossier de demande de DETR, il faut fournir une évaluation financière. Il faut présenter un projet de tableau de financement et c'est en cours. Vous savez que les marchés, sans doute que Jean-Pierre a dû le dire en commission travaux, c'est compliqué aujourd'hui, il y a une pénurie sur les matériaux et on a du mal aussi à avoir des réponses des entreprises qui ont un carnet de commandes très très chargé. Et voilà, donc c'est pour ça que sur certains dossiers, on a du mal à être extrêmement réactif, c'est-à-dire à sortir les dossiers. Donc là, pour ce projet-là qui sera présenté en commission, eh bien, l'évaluation est toujours en cours. Je pense que d'ici la semaine prochaine, ce sera bon. Et voilà, donc ce que je vous explique, c'est que la délégation, c'est pas juste un pouvoir comme ça. Là, ce projet n'ayant pas été inscrit au budget primitif, mais ça n'empêche pas d'aller de l'avant et de porter encore de nouveaux projets. C'est pour ça que je vous convoquerai, je vous inviterai à une séance du conseil municipal sur ce point-là, donc lundi 20 décembre. Voilà, je vous remercie, bonne soirée.